Bonjour. Commençons par une devinette de Pablo Picasso, où il est question du statut conscient et inconscient de l'image du corps. Qui voit la figure humaine correctement? Le photographe, le miroir ou le peintre? En attendant que vous trouviez votre propre réponse, je dois vous confier quelques éléments de mon rapport transférentiel à cette conférence. En interprétant ces images d'art contemporain, je me suis rappelé qu'avant mes études de psychomotricité, puis de psychologie, je sculptais et peignais moi-même depuis longtemps. C'est ainsi qu'en prolongeant ma vie imaginaire, infantile, j'ai obtenu mon premier emploi en ouvrant un atelier d'art-thérapie en psychiatrie adulte. Je modelais, je peignais parmi les patients hospitalisés, et je ne saurais vous dire qui, d'eux ou de moi, a le plus profité de ces moments d'introspection et de structuration. Mes commentaires reflètent donc un regard personnel de 30 ans de croisements et de réflexions entre la clinique quotidienne et la création artistique. L'expression de la souffrance et celle des artistes sont des indicateurs qui reflètent l'état de santé de notre société. Aujourd'hui, l'angoisse de séparation domine notre société en crise et mondialisée. Cette angoisse exacerbée de perte du lien humain s'exprime dans les pathologies du corps prévalentes comme l'anorexie, la boulimie, les addictions, l'obésité, l'hyperactivité. Michaela Spiegel a créé une série d'assiettes intitulée Anno-Rex-I, qui est un jeu de mots car en latin cela signifie l'année du roi. Écrit en attaché, on lit anorexie. Sur l'une des assiettes est écrit Essstörung. En allemand, Essstörung avec 3 S veut dire trouble de la nutrition. Mais avec 2 S, Essstörung veut dire trouble de la subconscience. Certaines thérapies, ou plutôt tentatives d'autothérapie, relèvent du même mouvement. Ce sont les modifications corporelles, les tatouages, les piercings et de nouvelles inventions. Ainsi, le Bagel Head est fait avec des injections de solutions salines qui défigurent le visage pendant 24 heures. Cette version extrême de la modification du corps serait de plus en plus populaire au Japon. Ces angoisses proviennent aussi des promesses de la science, de la bionique et du clonage. Les artistes contemporains nous montrent la difficulté de penser notre corps aujourd'hui. Eux aussi sont aux prises avec un corps humain dénié, effacé. Le corps n'est plus magnifié, aimé ni du côté de l'amour, il est plutôt réduit au statut de déchet ou d'une mécanique sexuelle. Nous ne sommes plus à l'époque du peintre surréaliste Matisse qui disait « Ce que je rêve, c'est un art d'équilibre, de pureté, de tranquillité, sans sujet inquiétant ou préoccupant. » Dans l'Antiquité, les artistes cherchaient à représenter la réalité, la beauté du corps. À la Renaissance, Léonard de Vinci dessine son homme de Vitruve, où la perfection est rapportée aux formes géométriques, à l'inscription du corps dans la quadrature du cercle. Plus près de nous, Auguste Rodin, Aristide Maillol, ils rendent hommage à la beauté des corps, à la différence des sexes, s'attachant à l'anatomie, à la rondeur des formes, des galbes musculaires, des plis et des rides de la peau. L'époque est révolue, où les peintres jouaient du miroir, sans passer de l'autre côté, comme Arcimboldo, dont les natures mortes, une fois retournées, apparaissent être aussi des portraits.
des portraits. Tout à l'opposé de ce que nous venons de voir, l'art contemporain déclenche des réactions vives, des sensations fortes, des émotions brutes. Il met sous tension les nerfs du spectateur en repoussant les limites du supportable, en transgressant les tabous et les interdits. L'art contemporain peut provoquer du rejet, de l'incompréhension. Vous allez voir une centaine d'œuvres d'artistes internationaux, dont la majorité a été exposée récemment dans les grandes foires d'art contemporain à Paris, et il ne s'agit pas ici de les étudier en détail, mais d'en faire ressortir une impression générale. Je les ai classés en 3 niveaux, les thèmes classiques, puis nous verrons le corps-objet, et enfin les œuvres limites. Voyons d'abord dans ce premier niveau, les thèmes classiques, ce que sont devenus ces thèmes classiques et récurrents dans l'art contemporain, que sont les jouets, les vanités, les maternités, les natures mortes. Commençons par les jouets et l'espace transitionnel, notion relative à Donald Wood Winnicott, psychologue et psychanalyste anglo-saxon. Dans ce premier thème classique, il existe un mouvement artistique autour du jeu et de l'espace transitionnel. Il s'agit du Toys Art, qui représente des jouets et nous renvoie sans doute à une enfance perdue, comme dans les œuvres de Jeff Koons. Il est parmi les artistes reconnus aujourd'hui et pour lesquels on peut se demander ce qui motive les cotes financières démesurées atteintes. Mais ces beaux jouets cachent à peine la manière dont l'innocence est pervertie et le jeu est dévié. Confusion entre jeu et réalité, enfance violée, corps, objet déshumanisé. Nous sommes aussi renvoyés aux addictions, aux jeux virtuels et aux écrans, aux carences de temps de jeu, disparition du jeu physique et en lien avec l'autre. Chez l'adulte, rappelons-le, l'espace transitionnel de Winnicott peut se transformer en créativité artistique, mais aussi la pathologie de l'objet transitionnel à un devenir toxicomaniaque ou fétichiste, comme le disent aussi Françoise Dolto et Anna Freud. Ce trop-plein d'excitation et de violence que les enfants n'arrivent plus à traiter, psychiquement, étoufferait la matrice de notre imaginaire ou induirait de la perversion. Jérôme Zonder ce dessin est intitulé « Pierre-François, Baptiste et Garance dans la chambre ». L'espace de jeu disparaît-il dangereusement, comme l'indiquent les sorts de la télé-réalité, et d'autres jeux où on ne fait plus comme si, voire où l'on meurt pour de vrai? Les fantasmes pervers et polymorphes de l'enfant, dont parlait Freud, sont-ils devenus réalité et passage à l'acte? Ainsi, Michaela Spiegel pervertit des photos anciennes et romantiques, en peignant des vêtements noirs, fétichistes à cette petite fille ou à la mariée. Question. L'espace transitionnel où se fond notre imaginaire et notre pensée est-il menacé ou défaillant? Deuxième thème classique, la vanité et la notion de temps. Surtout à partir de la Renaissance, les tableaux que l'on appelle des vanités, comme dans les peintures hollandaises du XVIIe siècle, juxtaposaient crânes et ossements aux portraits ou aux natures mortes pour rappeler la fragilité de la chair et l'égalité devant la mort. Alors pourquoi voit-on une vogue de vanité aujourd'hui, faisant même l'objet d'une exposition spéciale au musée Mayol récemment?
Damien Hirst, très connu pour ses animaux, conservés dans le formol, ou ses toiles noires de mouches mortes et collées, ou en plus joli Butterfly, composé de papillons morts, et son crâne couvert de diamants. Ou encore Zoran Mujic, qui illustre les déportations et les camps de la mort, avec son souvenir du futur, où nous ne serons pas les derniers. Pour l'anecdote, j'ai demandé à une artiste bretonne, Sophie Ernoux, de représenter mon métier de psychanalyste comme elle l'entendait. Cette sculpture qui me caricature, ceux qui me connaissent me reconnaîtront, s'intitule « To be or not to be ». Ici, Dimitri Tsikhalov, qui sculpte des fruits et légumes en vanité. Sans doute, nos artistes illustrent cette phrase de l'Ecclésiaste « Vanité des vanités, tout est vanité ». Mais ils insistent aussi sur la prévalence du corps sans lequel il n'y a plus de pensée. Question. Les artistes tentent de réintroduire le temps et semblent nous demander si, dans ce monde sans limite, il sera encore possible de mourir. Troisième partie des thèmes classiques, la maternité, la virginité. Les maternités et la virginité constituent notre troisième grand thème, indissociable, la mort et la naissance, représentent les bords de la vie, ce réel de l'origine et du devenir face auquel nous sommes encore impuissants. Mais pour combien de temps? Que sont devenus ces thèmes privilégiés des artistes représentant la maternité et l'origine? Joel Peter Witkin, dont nous reparlerons, a aussi composé cette maternité. Il photographie ses compositions après avoir disposé des cadavres pris à la morgue. Pourquoi ces valeurs sacrées sont-elles décomposées par les peintres? Quel est le tsunami qui les a atteintes? Cette maternité du mémorial de la Shoah à Miami nous donne quelques éléments de compréhension sur cette violence qui submerge l'art contemporain. Elle fait partie d'une gigantesque sculpture. Peut-on être artiste après la Shoah? Se demande Boris Taslitsky, qui considère ses peintures comme des témoignages. Dernier des thèmes classiques, les natures mortes. Joel Peter Witkin prend au pied de la lettre le terme nature morte en utilisant des cadavres pour ses compositions. Question. Le collage avec le réel nous montre-t-il l'écrasement de l'imaginaire? Est-ce bien l'espace transitionnel qui s'est atrophié? Le Toys Art nous dit pourtant la même chose, mais de manière moins dramatique. Nous abordons maintenant un deuxième niveau, les représentations du corps dans l'art contemporain que j'appelle corps-objet. Et commençons cette série de corps-objets par les corps atteints, manipulés. Wim Delvoye
tatoue in vivo ses œuvres d'art, mais cela va plus loin, trop loin. Une transaction étonnante vient d'être passée entre un jeune homme tatoué par l'artiste belge Wim Delvoye et un collectionneur allemand par le truchement d'une galerie de Genève. Le collectionneur a acheté l'œuvre corporelle située sur le dos du jeune homme, Tim Steiner, pour une valeur de 150 000 €. 35 heures de travail ont été nécessaires pour modeler une Madone surmontée d'une tête de mort. L'homme devra être disponible 3 fois par an afin de permettre à son acquéreur de l'exposer. La première exposition aura lieu mi-septembre à Singapour et en Chine, à Shanghai. Après sa mort, le tatouage sera détaché de son corps afin de procéder à sa conservation. Quand on voit les folles dérives du corps dans l'art contemporain, nous ne pouvons pas ignorer une exposition qui demeure à la limite de notre sujet, Bodies. Cette exposition transgresse les valeurs humaines autour d'un point de confusion entre l'imaginaire et la réalité, comme si nous assistions ici aussi à une déconstruction de l'espace transitionnel. L'exposition Bodies ne se veut pas artistique mais pédagogique et scientifique. Elle a parcouru le monde depuis 2005 et veut révéler la complexité du corps humain à travers des dizaines de cadavres écorchés, de fœtus, de poumons et autres parties conservées grâce à un traitement au silicone qui les fait ressembler à du plastique. Les identités des cadavres, membres et organes exposés dans de nombreuses villes du monde ne sont pas connues, et les corps proviendraient d'une faculté de médecine chinoise, voire selon les accusations d'associations de défense des droits de l'homme, de corps de prisonniers chinois torturés et exécutés. Question. À quel point les impensables violences et les transgressions de la loi du lien humain ont-ils encore aujourd'hui des effets incalculables sur le développement psychique? Toujours dans le classement des corps-objets, voyons maintenant un autre thème récurrent chez nos artistes, les corps modifiés et déformés. D'autres artistes vont représenter des corps modifiés, tout puissants ou impuissants, comme Daniel Schlier et ses corps si fragiles, à la fois écorchés et en armure. Sophie Boniface s'intéresse aux anomalies physiques et psychiques de l'humain. Peintre et dessinatrice, ses sujets de prédilection vont de la vieillesse à l'obésité, en passant par la mort. Ainsi, elle questionne l'interlocuteur sur certaines facettes de notre société et sur sa propre identité. Elle souhaite rendre esthétiques et émouvantes des réalités perçues d'ordinaire comme laides et répugnantes. Alvin Booth, avec Anamorphosis, crée des surprises visuelles à partir du corps, des corps en braille, des photographies à toucher, les yeux fermés, en caressant la peau de la photo. On y ressent alors le relief imprimé par l'artiste. Le numérique et la manipulation génétique sont du même ressort. Génial et inquiétant. Question. Sommes-nous à l'aube de mutations psychiques
pour nous adapter aux changements actuels qui sont vertigineux. Dernier thème, corps en pièces détachées ou effondrées. Décor du côté du déchet. Question. S'agit-il d'une recherche autour d'un narcissisme régressé, immature ou morcelé et abîmé? Troisième grande partie, dernier niveau, qui se situe aux limites de l'œuvre d'art, à moins qu'il ne s'agisse de l'art des limites. Et pour commencer, le corps cru. Dans ces œuvres limites, commençons par Xuan Choi, qui nous fait éprouver un sentiment d'étrangeté devant ces corps trop réels. Le manque de recul nous fait ressentir la présence et l'angoisse de l'autre. Cela nous met dans une situation de viol de l'intime. Eudes Meniketi et Taouen Marja nous font passer de la représentation à la mise en acte. Ingrid Guerrier explique ainsi sa démarche. Mon travail s'articule autour d'une réflexion sur la représentation et la perception du corps. Cette proximité excessive avec la peau amplifie la dimension organique du corps et exclut toute identité. La présence corporelle ainsi exacerbée génère un trouble chez le spectateur, le soumet à des sentiments contradictoires. Ce mélange d'attraction et de répulsion envers le corps fonde l'ensemble de mon travail. Ingrid Guerrier poursuit ainsi. Des liens se tissent entre l'architecture et ses parcelles de peau, comme si chaque lieu portait en lui l'empreinte de l'être absent, de l'habitant. Sans repère sur l'origine de ce corps, le regard du spectateur ne peut que chercher à lui reconstruire des liens avec ce lieu pour lui rendre une humanité perdue. Question. La nécessité de se rapprocher du corps reflète-t-elle son éloignement du psychisme? Deuxième niveau, corps réel, corps modifié. Performance, body art, happenings. Le corps devient le théâtre de multiples expériences. Chair, sang, sueur, excréments entrent en scène. Orlan, pour qui le corps de l'artiste et l'œuvre d'art elle-même, a transformé son corps par chirurgie. Les vidéos des opérations et les déchets de chair et de sang composent de nouvelles créations. La voici avec des implants sous-cutanés. Dans cette recherche de l'absence et de la présence, actuellement elle expose des vêtements en mouvement. Mais ils sont inhabités, réalisant des fantômes ou des êtres désincarnés, dont il ne resterait plus que l'empreinte. Stellark recherche les prolongements du corps, en créant des exosquelettes, décuplant le mouvement et la force. Poursuivons sur une note plus gaie du body art, du body painting, où le corps est temporairement une œuvre d'art, à la limite du spectacle et de la performance, ou, comme le fait joliment Alexandra Berthomé,
Enfin, avant de conclure, voici le dernier thème des œuvres limites qui s'intitule « Le corps absent ». Le dernier mouvement reconnu depuis peu vient de la rue. La partie du street art qui nous intéresse ici se caractérise par l'absence du corps et des représentations. L'artiste procède par un remplissage de tout l'espace et l'œuvre, le corps, l'identité, la projection sont réduits à la signature du pseudo de l'artiste que l'on appelle le tag. L'histoire des tags, ces graffitis signatures, ces inscriptions non autorisées, est une histoire de résistance. Ils sont révélateurs d'un malaise social depuis les années 80. Ils figuraient plutôt comme une nouvelle forme urbaine d'agression visuelle, plutôt que comme des œuvres d'art à classer et à protéger, ce qui est le cas maintenant. Le réflexe naturel pousse à déchiffrer ces tags, mais ils nous rendent tous dyslexiques. La perte du sens et des repères est désagréable pour le non-initié. Comment peut-on imaginer qu'un art de rue, éphémère par essence, fruit de la clandestinité, arrive à s'installer dans un somptueux monument historique consacré à la gloire de l'art français, tel que l'indique un des frontons du Grand Palais à Paris? 300 tableaux ont été commandés, architecte Alain-Dominique Galizia, aux plus grands artistes graffeurs vivants, comme Quick. Question. Nous renvoie-t-il à la perte de l'identité, du nom, du lien humain, ou à un processus de déshumanisation? Nous pouvons aussi y voir un recommencement de l'affirmation de soi, une nouvelle nomination, un nouveau jeu avec des lettres, redevenant vivantes, habitées, bref, une tentative de restaurer ce qui se défait, à la manière des tatouages et des piercings, ou de rétablir ce qui est menacé, une lutte contre l'angoisse de perte d'objets d'amour. Une jeune artiste, Lise Toufflet, pourrait conclure cet exposé. L'acte de dessiner, dit-elle, est une tentative pour sauvegarder une image. Cela soulève la question de la présence et de l'absence. C'est une lutte obstinée contre l'effacement de la mémoire, et donc, dans un sens, contre la mort. Et Lise Toufflet continue ainsi. Dessiner quelque chose, c'est assurer sa survie. J'ai cette volonté de laisser une trace pérenne des images éphémères, volatiles, passagères, qui viennent de notre quotidien, de nos pensées, de nos souvenirs. Tels les oracles de l'Antiquité, nos artistes contemporains nous ont montré leurs rêves et leurs inquiétudes sur notre société en crise. Ces grands changements que nous vivons, la mondialisation, l'évolution de la biologie et des techniques, sont appliqués à l'humain et repoussent les limites du corps vers l'extrême, au risque de la confusion des sexes, des espèces, du jeu et de la réalité, du mort et du vivant. Tous ces désordres s'inscrivent dans les chairs. C'est aussi ce que dit Merleau-Ponty sur le visible et l'invisible. La peinture n'est jamais tout à fait hors du temps, parce qu'elle est toujours dans le charnel. Acteur, dans notre exercice clinique, nous aussi, nous voyons ces métamorphoses engendrer un éloignement entre le corps et l'esprit. Notre pratique quotidienne reflète cette culture de crise borderline où l'intelligence de l'esprit risque de se désincarner de plus en plus et de remiser le corps au statut d'objet.
La folle recherche de la performance et de la perfection est un fantasme de pureté, dont le paroxysme s'est exercé, exprimé dans les génocides. Ces déshumanisations ont créé, certes, le pire, la destruction, le sordide et la perversion que nos artistes traitent psychiquement pour nous. Mais notre société mutante peut aussi apporter le meilleur, le beau, le sacré, la fertilité. L'une des conditions, c'est qu'il y ait des êtres humains qui restent garants du lien inséparable entre le corps et l'esprit. Cette responsabilité revient à une avant-garde qui compte dans ses rangs ceux qui exercent un autre art, la psychomotricité, la psychothérapie, la psychanalyse. Merci de votre attention.